Et maintenant, j'appelle Jean-Michel Carly, directeur commercial de DC Brain. Je pense qu'on va encore parler d'intelligence artificielle, notamment la supply chain, la résilience grâce à l'IA hybride. Bonjour Jean-Michel. Hein. C'est Jean-Michel. Jean-Michel, j'ai dit Jean-Michel, c'est Jean-Michel. Merci pour la rectification, ça fera plaisir à ma maman. Alors, DC Brain, peut-être un mot préalable sur cette société ? Oui, pour démarrer, donc DC Brain, on est un éditeur de logiciels SaaS. Oui. Notre vocation, c'est d'utiliser deux technologies d'avant-garde qui sont les jumeaux numériques, pour lesquels on a été distingué notamment par Gartner, et également l'IA hybride, pour appliquer ça à la supply chain et proposer des optimisations et de la planification facilitée à nos clients chargeurs et transporteurs. D'accord. DC Brain, c'est une société jeune qui a quoi ? C'est une société jeune qui a déjà quelques années, puisqu'on a démarré en réalité fin 2014. Mais fin 2014, le sujet de l'application des jumeaux numériques, à l'époque, c'était le domaine de l'énergie, dans lequel il y a des réseaux extrêmement complexes et qui avaient des difficultés en fait, à trouver des optimisations. Et du coup, ça a été un premier focus pour l'entreprise et il y a un pivot qui a été pris il y a 2 ans sur la supply chain, puisqu'on s'est aperçu que finalement ce qu'on proposait était parfaitement applicable à la supply, et au contraire, c'était même une demande des acteurs de la supply de disposer de ce genre de technologie pour pouvoir trouver des optimisations. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence artificielle hybride ? Alors justement, c'est un des sujets que je vais aborder dans les slides qui suivent. Merci pour la question. Et du coup, j'ai une douzaine de slides. Ça sera un peu plus long que ce qu'on a eu juste avant. C'est une présentation que je fais normalement en 30 minutes. Donc je vais aller vraiment à l'essentiel puisqu'on a prévu 15 minutes. Je vais survoler certains points probablement. Mais voilà, je serai présent ainsi que toute l'équipe d'IC Brain pour répondre aux questions pendant la journée. Alors... Le bouton vert. Le bouton vert. OK. Alors pour démarrer, j'ai une petite question pour l'audience. Vous voyez 500, ce nombre. Alors je ne vous vois pas très bien, on va dire, avec les projecteurs, mais est-ce que quelqu'un parmi vous, vous connaissez le rapport entre 500 et l'intelligence artificielle ? Je regarde, j'essaie de distinguer. Je ne vois pas de main se lever. Je ne vois pas de main se lever non plus. Alors, je ne vais pas faire un teasing trop longtemps. 500 milliards de dollars, c'est le montant attendu du marché de l'IA en 2024. C'est l'International Data Corporation qui nous dit ça. Et pour ceux qui penseraient que c'est quelque chose d'optimiste, je vais juste tout de suite rappeler que l'année dernière, ce marché, c'était 348 milliards. Donc le message ici, c'est de dire l'IA, c'est quelque chose de concret, de réel, qui est déjà dans la vie quotidienne. D'ailleurs, quand vous faites appel par exemple à un service client, sachez que dans 15% des cas, vous êtes face à une intelligence artificielle. Donc on est vraiment sur quelque chose de concret. Alors je vais passer tout de suite au slide suivant. Sur d'autres chiffres qui nous mettent en contexte ce sujet de l'IA. Aujourd'hui, quand l'IA est mise en place dans une entreprise et qu'on consulte les salariés des entreprises, à 54%, ce qu'ils nous déclarent, c'est qu'ils sont satisfaits de la mise en place de l'IA. Pourquoi ? Parce que ça fait évoluer leur métier, ça vient enlever des tâches parfois répétitives ou complexes. Donc, ils voient ça d'un bon œil. Donc, il y a vraiment une évolution des métiers. Ça rejoint un peu ce que disait Olivier Carnet ce matin. Complètement. Ça, c'est une donnée d'ailleurs du BCG que je cite là. Si je cite maintenant le Forum économique de Davos, ce qu'ils nous disent en gros, c'est que les enfants qui sont aujourd'hui à l'école primaire, les métiers qu'ils vont exercer donc dans 10 ans et plus, ces métiers, ils n'existent pas encore. Donc on est bien face à une mutation de fond. La technologie fait évoluer les métiers et ça a évidemment des conséquences. Alors je vais faire le lien maintenant tout de suite avec la supply chain. Quand on
on interroge nos clients sur les challenges qu'ils rencontrent aujourd'hui. Ce que vous voyez en fait sur ce slide, c'est les points qui sont discutés, qui nous sont remontés par nos différents clients. Alors vous ne serez pas surpris d'y voir la complexification des flux. Je ne rentrerai pas dans le détail de chaque item compte tenu du format, mais vous ne serez pas surpris non plus de voir le fait que la supply chain retire plus de visibilité, le sujet de faire plus avec moins, et ça, c'est vraiment quelque chose qui complique la vie de tout le monde. La volatilité qui force à plus de résilience, je ne vous apprendrai rien non plus. Et l'engagement RSE, si on ne le fait pas par conviction et si on ne le fait pas par ses enfants, vous allez le faire pour respecter la réglementation. Donc, dans tous les cas, vous allez y passer. Donc ça, c'est les challenges qui nous sont remontés aujourd'hui. Et quand on regarde, qu'on prend un petit peu de recul par rapport à ça, ces challenges, ils ne sont pas très différents des challenges qui existent finalement depuis pas mal d'années. Ça fait à peu près 30 ans qu'on parle d'évoluer dans un monde VUCA. Alors VUCA, je rappelle, on est ici entre initiés, donc je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, mais je rappelle quand même qu'on parle de volatilité. Appliquée à la supply chain, par exemple, c'est la volatilité de la demande. On parle d'incertitude face aux événements qui pouvaient prévoir la pandémie, le Brexit, etc. La complexité. On a vu effectivement que les supply chains sont de plus en plus complexes. De gérer le B2C à côté du B2B, c'est pas donné à tout le monde et ça demande des outils adaptés. Et puis une ambiguïté pour venir décoder tout ce qui est signaux faibles finalement qui nous permettrait de mieux travailler. Donc vous l'aurez compris, il y a une accélération de tous ces sujets, de tous ces problèmes qui compliquent la vie finalement de ceux qui doivent gérer la supply chain. Ça existe depuis toujours, mais simplement ça devient de plus en plus fréquent, de plus en plus difficile à gérer. Et du coup, le vrai sujet qui remonte maintenant, quand on entend de plus en plus parler de ça, c'est évidemment la résilience. Comment je fais pour absorber les chocs ? Comment je fais pour que mon organisation elle continue de fonctionner malgré toutes ces crises, malgré tous ces problèmes qui me tombent dessus. Et donc là, c'est là que l'intelligence artificielle peut aider. Alors pourquoi elle peut aider ? Tout simplement pour un constat de base, c'est que le cerveau humain a ses limites. Tenir compte de tous ces sujets, de tous ces problèmes, de toutes ces variables, de toutes ces contraintes qui s'accumulent, c'est très compliqué. Il y a une limite à ce qu'on peut faire. Et quand je dis le cerveau humain, j'entends le cerveau humain plus Excel, puisque ça reste encore l'outil le plus utilisé pour gérer des sujets de planification. Donc on arrive à la limite de ce que l'humain peut faire, et c'est là que l'intelligence artificielle peut aider, et notamment l'intelligence artificielle hybride. Et c'était la question, Jean-Philippe, donc on va en parler dans un instant. Du sujet de l'intelligence artificielle hybride. Alors sur l'intelligence artificielle hybride, vous voyez une carte, et je vais prendre des raccourcis, mais grossièrement, si on cherche à définir le chemin idéal entre, disons, Paris et Toulouse, pour faire simple, pour simplifier, une intelligence artificielle classique, elle va calculer toutes les possibilités, y compris en passant par Brest, ce qui ne sert absolument à rien. L'intuition humaine, et tous dans cette salle, ça nous semblerait évident, c'est de chercher le long d'un corridor nord-sud entre ces deux villes. Eh bien, l'intelligence artificielle hybride, c'est une intelligence artificielle qui intègre cette intuition humaine. Et qui donc, au lieu d'aller calculer des milliards de combinaisons, dont certaines sont vraiment inutiles, qui n'apportent rien, elle va se concentrer sur des millions de combinaisons qui, elles, peuvent vraiment aller chercher un optimum. Donc ça change tout parce que le fait d'aller calculer des milliards de combinaisons, ou plutôt d'en calculer des millions, alors ça veut dire qu'on va 1000 fois plus vite. Donc ça a vraiment un impact sur le résultat, sur ce qu'on est capable de proposer. Alors je fais le lien avec ce qui suit. Appliqué à la supply chain, la vitesse d'exécution, tout simplement, elle va permettre de calculer de très nombreux scénarios très rapidement, trouver un nouvel optimum, tenir compte des nouvelles contraintes. Et du coup, on va disposer d'un outil d'aide à la décision
puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est vous aider à décider. Et ça va avoir une application concrète qu'on va retrouver sur le slide suivant. Si je passe rapidement sur ce slide qui reprend les modules proposés aujourd'hui par DCBrain, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va appliquer l'intelligence artificielle à des modules qui vont venir améliorer, faciliter la planification, donc sur tout un tas de sujets. Et pour rendre vraiment ça concret, on va gagner jusqu'à 90% de temps en termes de planification. Donc déjà, on va décharger les équipes d'un exercice qui est complexe, et on va le faire en générant un optimum qui, pour le coup, est vraiment efficace, puisque généralement, on va générer aux alentours de 10% de gains d'efficacité, et notamment de CO2. Alors chez DCBrain, on parle d'optimisation dynamique, tout simplement parce que le modèle il peut être joué aussi souvent que nécessaire. Et de nos jours, se dire qu'on challenge les schémas qu'on a une fois par an, c'est pas très raisonnable. Après, évidemment, il y a des variations selon les secteurs d'activité, mais on a tous collectivement besoin de challenger les schémas plus souvent. Et donc, cette optimisation dynamique, c'est la possibilité qui est donnée aux acteurs de le faire. Alors ça, c'est l'aspect logiciel. Je voudrais dire un mot quand même, parce que le logiciel, ça ne fait pas tout. L'IA, c'est bien joli, mais il faut quand même voir tous les aspects humains qu'il y a autour. Et notamment, quand on parle d'IA, on parle aussi de projets, de mise en place de projets. Et sur ce sujet, on a fait un très bon webinaire que je vous conseille sur les 5 pièges à éviter quand on met en place un projet d'intelligence artificielle il y a quelques mois. Le replay est encore disponible. Alors évidemment, je ne vais pas tout rebalayer encore une fois, puisque en termes de temps, on aurait bien des difficultés si on venait tout rebalayer. Mais je vais aller directement au résumé des 5 pièges à éviter sur le prochain slide. La première erreur à éviter, c'est le pas de l'innovation pour l'innovation. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Souvent, les projets d'IA ils sont poussés par une direction innovation, une direction générale qui est consciente du potentiel, mais après il y a une approche qui est assez top-down, et on a du mal un peu à raccrocher les wagons avec les équipes qui vont vraiment devoir l'utiliser. Et est-ce qu'on va vraiment mettre en place quelque chose d'utile? Donc le sujet ici, c'est d'aller chercher un scope qui soit un scope sur lequel on peut aller chercher du ROI. Il faut que ça soit concret, il faut que ça rapporte. Il faut que les équipes qui vont mettre en place la solution voient immédiatement ce que ça leur apporte, et que ça puisse être un exemple positif ensuite dans toute l'entreprise. Donc ça, c'est le sujet numéro 1. Et alors, le sujet numéro 2, il est très lié, pas de techno sans les métiers. Sans les métiers, on fait de l'intelligence artificielle hors sol. Il ne peut pas y avoir de réelle application. Donc ça, c'est vraiment un sujet important. Nos experts techniques ont l'habitude de dire qu'ils viennent coder des stratégies métiers. En ce sens qu'un outil SaaS, évidemment, il est packagé à 80-90%, il fonctionne avec quelque chose qui est standard, mais il y a toujours besoin de venir coder des choses un peu spécifiques, puisqu'on a tous quelque chose d'un peu spécifique dans nos entreprises. Et là-dessus, clairement, ce qu'on vient coder, c'est ce qu'on appelle les stratégies métiers. Si on ne fait pas ça, clairement, c'est de l'IA hors sol. Alors, le troisième point, ne pas sous-estimer l'importance des données. Il y a un sujet de maturité des données qui est important. Je ne vous surprendrai pas si je vous dis que si on met des données pourries à disposition d'une intelligence artificielle, en entrée, en sortie, on aura des résultats pourris. Les Anglais disent garbage in, garbage out. Il n'y a pas de miracle. Ceux qui vous annoncent que l'IA va tout transformer et que c'est magique et vous pouvez mettre n'importe quoi dedans, ils vous racontent une belle histoire. Donc il y a un vrai sujet de maturité des données, il y a un sujet de nettoyage des données, ça fait souvent partie du démarrage de nos projets d'ailleurs, d'aller faire un état des lieux. Alors on a des outils pour ça, pour aller repérer justement tout ce qui est anormal dans les données qui sont envoyées par nos clients, et on gagne du temps grâce à ça. Mais il y a un sujet de maturité des données, d'exhaustivité et également d'exactitude. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, ne pas sous-estimer l'importance du SaaS. Il
il faut voir que pour pas mal de sujets IT, il y a toujours une tentation entre make and buy. Est-ce qu'on fait en interne ou est-ce qu'on vient acheter une solution du marché? Alors, s'il y a bien un sujet sur lequel il est difficile de faire en interne, on est vraiment sur l'IA. Mais évidemment, notre CEO en parlerait mieux que moi avec ses compétences techniques, mais concrètement, l'investissement qui est à réaliser pour parvenir à des résultats intéressants en termes d'IA, il est assez colossal. Et le fait de disposer d'un outil SaaS, on évite de réinventer la roue. Alors c'est vrai que ça s'applique aussi à d'autres outils, mais en particulier pour l'IA, et du coup ça vous permet vraiment de gagner du temps sur la réalisation de vos projets pour aller chercher les optimisations. Le dernier point, et il est vraiment important, ne pas sous-estimer l'importance du change. On a parlé du facteur humain, de la mutation des métiers. L'impact humain de la mise en place de ces outils, de ces solutions, il est très important. Donc ça veut dire qu'il faut faire un énorme investissement en termes d'explication, en termes d'accompagnement des personnes. Il faut embarquer les utilisateurs futurs de la solution dans le projet le plus tôt possible. Leur expliquer le sens de ce qu'on fait, leur expliquer ce que ça va vraiment permettre d'améliorer, répondre à toutes leurs questions. Le sujet du change est vraiment primordial, sans quoi on risque d'avoir des sujets tout simplement de mauvaise adoption des solutions. Ça conclut les 5 erreurs à éviter. Alors pour aller vite, les bonnes pratiques, je ne vais pas revenir en détail là-dessus. Les bonnes pratiques, évidemment, elles sont en miroir des problèmes et des risques qui peuvent exister. Dans les bonnes pratiques, évidemment, il y a le fait, le scoping. Le scoping est complètement clé. Il faut aller chercher les bons périmètres. Il faut impliquer les personnes. Donc, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. C'est vraiment en miroir des risques qu'on a évoqués à l'instant. Je voudrais passer juste un moment à aller un petit peu au-delà. C'est en quoi l'IA hybride contribue à la Green Logistics, puisqu'il y a eu des questions en ce sens d'ailleurs lors d'une présentation précédente. On va mettre tout ça en perspective. Je vais vous prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, notre solution, par exemple, elle est utilisée chez Steph. Steph, vous le savez, c'est un acteur vraiment important sur le marché du froid, avec aujourd'hui une centaine d'agences qui échangeaient 1 millier de camions toutes les nuits pour pouvoir livrer à temps toutes les marchandises dans toute la France. Alors évidemment, vous vous rendez compte tout de suite que ça fait énormément de combinaisons. Aller modéliser un réseau comme celui-là, c'est un vrai challenge. Et d'ailleurs, Steph nous a dit que plusieurs entreprises s'y étaient cassées les dents. On a réussi à modéliser ce réseau avec l'ensemble des contraintes extrêmement nombreuses, surtout chez un acteur ultra spécialiste. Et on a été capable d'aller chercher des optimisations. Aujourd'hui, on a pu démontrer une réduction de 10% du CO2 chez Steph sur ce sujet, donc des navettes intersites, grâce à la capacité de l'IA hybride d'aller chercher des optimisations qu'on n'aurait pas vues autrement. Donc 10% de CO2 en moins, c'est du concret. C'est une façon aussi pour Steph et pour d'autres acteurs évidemment de contribuer à l'engagement RSE et c'est un jalon important dans la progression vis-à-vis de ces objectifs-là. Alors, je voudrais terminer en faisant juste une petite remarque en prenant un peu de hauteur. À titre personnel, je travaille depuis 20 ans autour du monde du transport. J'ai démarré dans le transport d'automobile où j'ai fait tous les métiers, de l'exploitation au commerce, en passant par la qualité. Et puis j'ai passé 10 ans chez des éditeurs de logiciels, des marketplaces, des TMS chargeurs, des logiciels d'appel d'offres, etc. Ce que j'ai pu constater dans ces différents rôles, c'est que les entreprises s'équipaient énormément de tout un tas d'outils qui leur permettaient finalement de travailler mieux opérationnellement au quotidien. Et ces outils ont tous apporté un progrès réel. Ces outils ont aussi permis d'accumuler des montagnes de données. Mais ces données, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un peu la question. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est la possibilité de valoriser ces données comme elles ne l'ont jamais été, et d'aller chercher grâce à ça des optimisations qu'on ne pourrait pas atteindre autrement.
Donc on est à un moment charnière, pour moi, à mon sens, sur le marché, où d'un côté, les entreprises ont accumulé suffisamment de données pour pouvoir essayer d'en faire quelque chose, et de l'autre côté, une technologie qui arrive à maturité, avec l'IA hybride, avec les jumeaux numériques, qui est capable justement de venir les valoriser. Donc on est à un moment charnière, moi j'en suis convaincu, c'est le sens de ma présence chez DC Brain, et j'espère que vous en serez un petit peu plus convaincu après mon intervention. Merci. Merci Jean-Michel. J'ai retenu moi dans cette présentation en fait que l'IA hybride, c'est le contraire de l'IA bête, quoi. C'est de l'IA intuitive. Ok, très bien. Merci pour cette présentation de 30 minutes faite en 17 minutes. Débordé un peu donc. Donc vous avez un petit peu débordé. Je suggère que si on a des questions à vous poser, on vienne vous les poser directement sur le stand Conséquence. Avec plaisir, merci. Merci à vous.